Hop, voilà. Ok, on démarre l'enregistrement. Alors bonjour, bonjour à toutes et à tous sur ce podcast Secret d'endurance. Et aujourd'hui, on va parler encore de quête mentale hein, dans ce podcast. Et on a vraiment la grande chance d'accueillir quelqu'un qui explore justement cette question physique, mentale. Eh bien, c'est Marine Bonjour Marine. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Je suis très contente et très honorée d'être ici. Bah, en fait, Marine, là, si ta mission, hein, si tu l'acceptes, c'est, comme je le Hmm. dis à tous ces podcasts, c'est de nous en dire plus, en fait, sur ton exploration mentale, c'est-à-dire quelles sont les réactions, tes comportements, les émotions, tes outils de décision lorsque tu décides de t'engager dans des épreuves longues et extrêmes, et on le sait que tu t'engages dans ce genre de défi. En résumé, quel est ton mindset? Alors, la première question, euh, comment pourrais-tu te présenter rapidement à nos auditeurs? Qui est Marie Leleu? C'est marrant parce que c'est une question qu'on me pose très souvent parce que des fois on a du mal à me situer, mais même moi aussi des fois j'ai du mal à me situer. Je dirais qu'à chaque fois j'ai plusieurs casquettes. J'ai la casquette de coach sportive, donc je suis coach sportive. J'ai la casquette d'entrepreneuse, donc avec Chloé, donc ma meilleure amie associée, on a créé une marque de chaussettes. J'ai la casquette aussi d'influenceuse, même si j'aime pas ce mot, mais par la force des choses, je suis influenceuse aussi sur les réseaux sociaux. Et j'ai aussi ma casquette, je crois que c'est ma préférée, celle de sportive passionnée, qui est passionnée de sport et de tout défi. Voilà. Mhm. Ouais, c'est vrai, on va y revenir à tous ces défis. C'est vrai que d'avoir plusieurs casquettes aussi, je pense que la première chose, c'est ça permet de ne pas s'ennuyer, hein. Et je pense que tu n'es pas quelqu'un qui s'ennuie et qui a vraiment besoin finalement d'avoir des défis, de te projeter, voilà, sur des défis. C'est un peu ça. Ouais, exactement. Moi, c'est plutôt quelque chose que j'aime. Bon, je pense qu'on parlera après par la suite, mais c'est vrai que c'est quelque chose, moi, les défis, c'est quelque chose qui m'anime, qui me fait vivre et que j'aime avant tout. Je pense aussi que c'est mon côté coach sportif qui déteint là-dessus, le fait que je trouve que le corps humain est la machine la plus belle qui puisse exister sur toute la planète, l'univers. Et je pense qu'on n'y connaît malheureusement pas grand-chose, même si on connaît pas mal de choses. Et moi, je sais que ça me permet de me connaître un peu plus, le sport, ses défis, etc. De connaître aussi de peut-être mieux faire mon métier de coach aussi en faisant des choses pour peut-être mieux l'expliquer. Je pense qu'on explique mieux les choses et on arrive mieux à le partager quand on l'a vécu soi-même. C'est difficile de parler de quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a jamais vécu. Donc, du coup, j'essaye et je trouve que c'est quelque chose qui m'apporte aussi énormément personnellement dans ma vie de femme, de peut-être d'amis, de sportive et encore une fois de coach. Donc voilà. Mhm. Ouais, on dit effectivement, c'est entraîner, c'est finalement apprendre un peu de foi. Alors, on va explorer vraiment le départ, le point de départ. Donc, Mhm. en étant jeune, finalement, ou moins jeune, hein, qu'est-ce qui t'a attiré dans le secteur de l'endurance? On va dire même dans l'extrême, hein, parce que on est quand même dans des défis. Tu as traversé la Manche, parce que on parle souvent de l'enduroman que tu as fait en 2018, hein, si c'est bien ça, mais tu as traversé la Manche, tu as fait énormément de défis avec des efforts longs. Qu'est-ce qui t'a fait vibrer et a donné un sens à ta vie justement en étant jeune, ces En défis? fait, euh, en fait, je crois que ça s'est fait tellement progressivement que je m'en suis pas forcément rendu compte que il y a beaucoup de gens qui, bien sûr, c'est surprenant que je dis aux gens que j'ai traversé la Manche à la nage en ayant couru la veille 140 km. Et puis après le vélo, etc. Mais je pense que ça s'est fait petit à petit. Une fois, je me suis dit, un jour, je ferai un semi-marathon et ce serait un truc de fou. C'est incroyable de faire un semi-marathon dans ma vie. Les gens, personne ne fait ça et c'est un truc énorme. Et ce qui est toujours un truc énorme, il ne faut pas minimiser les choses. Mais j'étais persuadée que ce serait le plus gros défi que je ferais dans toute ma vie. Et en fait, petit à petit, ça s'est fait. Petit à petit, peut-être que j'ai compris encore une fois que mon corps était capable. J'ai aussi appris et compris mon corps. J'ai trouvé aussi du plaisir dans le dépassement personnel, d'aller chercher un peu plus loin, de dépasser ses limites, euh, attention, de ne pas se brûler les ailes, mais de dépasser ses limites et d'aller chercher toujours un petit peu plus, peut-être un petit peu plus de kilomètres, peut-être un petit peu plus de vitesse, peut-être un petit peu plus de hauteur, un petit peu plus de partage aussi. Et du coup, ce qui m'attire, je pense que c'est vraiment cette quête toujours de l'inconnu que j'ai envie d'apprendre, de comprendre et
cette soif en fait de découvrir des choses, de découvrir la vie, en fait de découvrir la vraie vie peut-être. Ouais, en fait, le déclic, est-ce que tu l'as eu très jeune ou c'est progressivement finalement en allant explorer certaines disciplines, tu parlais du semi-marathon ou d'autres choses, qui t'a fait aimer, entre guillemets, l'effort long, ou alors vraiment toute petite, déjà, tu avais ce côté un peu d'aller plus loin, d'aller chercher justement certaines limites, parce que tu évoques se dépasser les limites, on y reviendra tout à l'heure, mais est-ce que c'était ancré en toi? Bah, en fait, alors j'ai toujours été, enfin, sportive ou non, quand j'étais petite, j'ai toujours fait du sport. Mes parents m'ont appris les valeurs du sport sans forcément m'obliger à faire du sport. Ils m'ont toujours laissé le choix. J'ai toujours fait du sport en étant petite. J'ai toujours fait du sport aussi à l'enfance, à l'adolescence, etc. Et, euh, et vraiment, sans forcément aller dans le dépassement et dans les défis. Mais c'est quelque chose qui a toujours fait partie de mon quotidien. Et c'est vraiment plutôt euh, je pas de problème à en parler, mais plutôt jeune, à l'adolescence, j'ai une phase d'anorexie assez grave avec pas mal de moments d'hospitalisation. C'est vraiment le sport qui m'a permis de me sortir de ça, le fait d'avoir envie de... Moi, ce que j'ai toujours, c'est quand je fais du sport, je sens mon cœur qui bat, je sens mes muscles qui ont mal et je me sens vivante, en fait. C'est le moment où je me sens vivante. Et pour me sentir vivante, il fallait que je fasse du sport et pour faire du sport, il fallait que j'aille mieux. Moi, c'est vraiment ça qui m'a donné ce déclic. Et après, par la suite, j'ai passé mon diplôme de coach sportif. Le sport a toujours drivé ma vie et je me suis mise du coup à faire des défis, etc. Voilà. Donc je dirais que j'ai toujours été sportive de base, petite, jeune. Ça a suivi dans ma construction personnelle aussi et psychique aussi. Voilà. Mhm. C'est vrai que souvent on va rechercher, après il y a des choses de l'inconscient, et puis on n'est pas là dans une psychanalyse ou dans une psychologie, on est là pour parler de l'exploration du mental, on va y venir, mais il faut le dire à nos auditeurs, c'est vrai que souvent l'inconscient, on n'a pas tout le temps la maîtrise, et c'est parfois, ça peut même être dangereux d'aller chercher dans l'inconscient, parce qu'au bout du compte, on n'irait peut-être pas explorer justement certaines limites. Donc merci en tout cas, mais... tu es coach sportive et souvent, moi, je voulais revenir quand même à ça, c'est-à-dire que tu aimes dire aussi, faire la différence entre le sport et l'activité physique. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'intéressant parce qu'on parle souvent de la pratique sportive, le sport, mais toi, tu veux discerner un peu, hein, si j'ai bien compris, ce côté sport et activité physique. Tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Euh, oui, c'est vrai que je pense que le sport est de l'activité physique, mais l'activité physique n'est pas forcément du sport. Je pense qu'en fait, les gens, dès qu'on leur dit qu'il faut bouger et faire du sport pour être en bonne santé, ils voient ça comme une montagne parce que malheureusement, je suis pas la meilleure placée, mais les réseaux sociaux, ça fait beaucoup culpabiliser et on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Forcément, moi aussi, je suis la première à partager tout ce que je fais en positif, tous les défis que je fais, mes entraînements, etc. Et en fait, du coup, les gens qui veulent se mettre au sport ou qui veulent juste, on leur dit, bah, il faut bouger pour être en bonne santé, il faut faire du sport. Et bah, du coup, ça leur fait peur. Et je pense que du coup, ils sont très vite découragés. Alors qu'en fait, vous pouvez juste en fait être actif. Vous pouvez juste bouger. Je vais rien apprendre aux gens, mais peut-être descendre un arrêt avant votre arrêt de bus pour marcher un peu, aller en vélo, monter les escaliers, euh, faire des pauses, aller marcher un petit peu. Enfin, chaque personne, je pense, peut avoir une petite activité physique. Voilà, juste en fait de la marche, c'est important. Moi, je dis toujours, je, à chaque fois, moi, je rigole, mais tous les soirs, j'essaie d'avoir fait 10 000 pas. Alors, quand je cours, c'est facile, on va dire, mais il y a des moments, je fais pas de sport dans ma journée, je fais pas du sport tous les jours, et c'est vrai que je suis quand même pas mal derrière mon ordinateur. J'essaie quand même de marcher pour bouger. Et c'est hyper important pour sa santé, que ce soit le système, enfin, je suis pas médecin, mais cardiovasculaire, lymphatique, etc. Que ce soit les femmes, c'est important de bouger parce que de temps en temps, on fait de la rétention d'eau, des choses comme ça. Enfin, c'est vrai que même pour s'aérer l'esprit, même pour sa tête, bougez, sortez, observez, ne restez pas derrière votre ordinateur, ne rentrez pas chez vous à vous mettre derrière votre télé, etc. Voilà, donc l'activité physique, ça ne veut pas dire aller courir des marathons, aller faire plein de sports, soulever des grosses barres, etc. Juste, vous pouvez faire une activité physique, bouger, faire une petite randonnée. Voilà. Après, il y a le sport aussi. Vous pouvez très bien faire du sport une fois par semaine, 2 fois par semaine, et c'est déjà trop cool. Franchement, soyez content de ça. Ça peut être commencer la course à pied, vous pouvez commencer à en faire de la marche-course,
juste aller faire un tennis avec un copain, un ami, du golf. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut différencier. Et moi, il y a des jours où je fais pas de sport, je fais de l'activité physique. Voilà, par exemple, en vacances, moi, je dis toujours que je fais pas de sport, ou alors je vais peut-être un peu courir, etc. Mais je peux faire de l'activité physique en allant me promener, me balader, faire une sortie en bateau, je plonge, je fais deux, trois brasses. Voilà, c'est pas un entraînement de sport. Ouais, Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, si. Je voulais juste te dire, et ça fait des petits bruits des fois dans le casque, je pense que Ah, ça bouge très un bien. petit peu. Non, non, mais c'est pour nos auditeurs. Très bien. Merci. En tout cas, oui, je pense qu'on va revenir quand même à ce côté d'activité physique, parce que je trouve que c'est aussi intéressant que ce que tu évoques. On a souvent, j'ai l'impression, des injonctions. Alors, tu parles aussi bien des femmes, la pratique des femmes, et c'est vrai. C'est un peu une injonction, comme si, voilà, on est né pour bouger, on est né pour faire. Voilà, c'est la survie hein, de bouger. Bien sûr. Mais finalement, c'est de faire des injonctions. Il faudrait absolument faire du sport. Et on a l'impression que c'est du sport qui est relié tout de suite entre guillemets, à du sport de haut niveau ou de la pratique sportive, faire de la compétition. Mais ce que tu veux dire par là, toi, tu fais de l'extrême, mais au bout du compte, c'est que tu encourages même à faire 5-10 minutes ou un quart d'heure par jour. C'est aussi important, ça. Oui, moi, c'est ce que j'ai toujours un peu, et c'est mieux que rien. Et je pense que c'est toujours bien. Et puis en plus, ce un peu, peut-être qu'après, il peut évoluer, vous dire, bah, je vais pas aller marcher 10 minutes. Bah aussi, peut-être que 10 minutes, c'est bien. Peut-être que demain, tu auras le temps de faire 12 et puis 13. Et puis si un jour, tu as le temps de faire que 5, bah, c'est déjà mieux. En fait, on est dans une société où on est très sédentaire. On a envie d'avoir à manger, on peut commander. Là, il y a le livreur qui monte, qui vient, quoi. C'est ça, on se fait livrer tout, quoi. Et malheureusement, voilà. Alors après, c'est notre société qui veut ça. Et c'est vrai que bah, il y a du pour, il y a du contre, mais je pense que de bouger, si on réfléchit un petit peu sans forcément faire des sacrifices, etc., c'est quand même pas mal. Peut-être prendre le temps de se dire, OK, bah, je vais dîner avec des potes, bah, allez, je pars 20 minutes plus tôt et puis je marche un peu et puis ça vous permet d'écouter des super podcasts comme celui-ci en marchant. C'est gentil. Oui, c'est Et vrai que c'est vrai, c'est primordial et c'est très important parce qu'en fait, on peut aussi être sportif sédentaire. Hein. Oui, bien la sûr. sédentarité, c'est vrai que c'est rester assis là comme on l'est, c'est-à-dire plus de 4 heures, 5 heures ou 6 heures par jour et on peut être un sportif sédentaire. Donc, l'activité physique, faites-en. Justement, on va aller dans le secteur de l'activité physique parce que toi, dans un interview à la revue A Bloc, hein, que j'ai pu lire avec un grand intérêt en 2022, tu posais la question, enfin, on te posait la question, qu'est-ce qui fait courir, Marine? Et tu disais mon cœur, et je pense que tu disais sérieusement, je pense que c'est ma passion, mon besoin de dépassement pour ressentir des émotions de celles qu'on ne peut pas, qu'on ne peut vivre qu'à travers le sport. Peux-tu un petit peu nous développer finalement cette intention de dépassement, de cette passion pour cette recherche de l'extrême? On a évoqué hein, tout à l'heure, mais j'ai l'impression qu'il y aurait une sorte d'ennui s'il y avait quelque chose finalement comme un marathon ou tout simplement une pratique entre guillemets qui soit un peu unique. Tu as besoin d'aller chercher un petit peu plus loin? Euh, alors oui et non. Je pense que moi, je dis toujours que chaque course a son histoire, chaque acte, chaque défi a son histoire aussi. Moi, je sais que, par exemple, oui, j'ai fait le marathon de New York, j'ai eu la chance de faire le marathon de New York en novembre dernier. Et bah, peut-être que le marathon que j'ai fait juste après à être blessée était plus beau, il y avait une plus belle histoire que celui de New York. Donc, c'est vrai que maintenant, les gens, ils me disent toujours, oui, enfin, maintenant, Marine, toi, un 20 km ou un marathon, pour toi, c'est facile. Bah, non, en fait, c'est que déjà, tu prends un sportif de haut niveau, quelqu'un, par exemple, je sais pas, qui a été en équipe de France de quelque chose, etc. S'il arrête de s'entraîner du jour au lendemain, s'il arrête de faire tout ça, bah, 10 ans après, il sera plus capable de faire ce qu'il a fait aux Jeux Olympiques ou autre chose. Ça s'entretient et c'est ça qui est le plus dur. Les gens, ils pensent qu'une fois qu'on a acquis un niveau, eh ben, on l'a vit. Et ben, pas du tout. Et des fois, c'est même beaucoup plus dur de garder ça, garder la flamme et d'entretenir ça une fois qu'on l'a. Que le chemin je trouve que le chemin pour l'avoir, il est stimulant parce qu'on a un but, un objectif. Et après, garder ça, c'est l'amour du sport. Et c'est vrai que oui, moi, ce qui me fait faire du sport, et pour revenir au début de ta question, ce qui me fait faire tout le temps des défis, des choses comme ça, c'est que moi, déjà,
j'aime le sport, mais j'aime l'activité physique. Donc oui, j'adore la course à pied, j'adore le triathlon, la natation, le vélo, mais j'adore aussi aller faire du surf. J'adore aussi, je sais pas, aller faire du tennis, aller faire du crossfit avec les copains ou des choses comme ça. Moi, j'aime le sport. J'aime aussi le partager énormément, que ce soit avec mes amis, ma famille ou sur les réseaux sociaux. Même avec des inconnus, moi, je dis toujours que je pourrais faire du sport avec mon pire ennemi. Vraiment, le sport, c'est quelque chose qui rapproche. Et les gens avec qui je fais des défis sportifs, je les aime d'un amour bizarre. Alors, je suis pas amoureuse d'eux, mais en fait, j'ai ce truc où si je fais quelque chose d'intense avec eux, que ce soit si je partage une course avec quelqu'un, et ben, je vais lui apporter pas plus d'importance, mais je sais pas comment dire, c'est quelque chose qui est assez spécial. Et c'est ça que je retrouve en fait quand je fais des courses, que ce soit qu'on soit tous étrangers ou n'importe, que ce soit des marathons ou autre chose. Et ben en fait, on est tous là, on a la même passion, on n'a pas le même âge, et ben on n'a pas le même pays, on n'a pas le même niveau. En fait, on fait le même truc. Et il y a pas de guerre, et c'est trop cool en fait. Et quand tu vois la ligne d'arrivée, c'est incroyable, tu as envie de pleurer à chaque fois. La ligne d'arrivée de tout et n'importe quoi. Et je pense que c'est ça qui me motive. Enfin, c'est bizarre de dire de se motiver à faire du sport parce que moi, j'en ai besoin maintenant. Euh, j'ai besoin de bouger pour ma tête, pour mon cerveau, outre le côté santé. Mais moi, c'est vraiment quelque chose. Euh, je me sens bien. Quand je fais du sport, je me sens bien, je me sens d'accord avec moi-même et j'adore le partager. Mhm. Ce que tu évoques, c'est très très important aussi parce que on parle beaucoup, on divise le côté de la santé. La santé, c'était quelque chose de très politisé dans les années 48-49, même le côté santé mentale. Et on a divisé un petit peu alors que tout est relié. La santé, c'est là une globalité. Et on va diviser maintenant, on le voit bien, la santé mentale, il faut aller mieux. On nous rend coupables finalement, on culpabilise en disant, bah voilà, il faut que tu t'occupes de toi, etc. Mais c'est plus vaste que ça, la santé. Moi, j'ai comme l'impression, si on reprenait un petit peu les propos d'Anne Dufour-Montel dans Éloge du risque en 2011, il y a une sorte de prise de risque, mais qui te rend hyper présente, en fait. C'est l'hyper-présence, on pourrait dire. Ça serait un peu ça, c'est-à-dire que tu sens vraiment tes amis, tu sens vraiment l'effort, et il y a une notion d'hyper-présence. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça que tu vas chercher aussi, et de pouvoir le prolonger, en fait, dans l'effort aussi. Oui, bien sûr. Oui, c'est vraiment ce truc ouais, de me sentir là, sur le moment présent. Et c'est vraiment ce truc, cette envie de partager et en fait, j'ai aussi ce truc j'ai envie de montrer aux gens, que ce soit encore une fois à travers les réseaux sociaux ou même avec mes amis, ma famille, de montrer aux gens le bonheur que ça me procure et aussi le bien-être. Bon, j'ai eu des accidents, mais outre ça, j'ai jamais été blessée. Et les gens disent toujours, tu vas te blesser, t'es machin, t'en fais trop. Mais bah, ceux qui disent ça, c'est ceux qui ont des problèmes de dos et qui bougent pas. Donc, voilà. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on est souvent, on y reviendra un petit peu, mais dès l'instant où on est un personnage entre guillemets un peu public, on a le regard des autres et le jugement, on l'a tous, hein, on l'a tous plus ou moins. C'est le biais de confirmation, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah oui, elle fait ça, donc elle en fait trop. Elle fait ça parce qu'elle veut se mettre en valeur. Bon, on y reviendra. Moi, j'ai toujours la petite question que je pose à mes invités qui est pas évidente et tout le monde me haït pour ça. C'est la question, c'est pourquoi, pour toi, c'est quoi le mental? Est-ce que tu pourrais nous le définir rapidement? Est-ce que tu as, toi, une expérience un peu dans ce domaine? Parce qu'on parle souvent de préparation mentale, et c'est quoi le mental, en fait? Qu'est-ce qu'est le mental? Euh, pour moi, le mental, c'est quelque chose qu'on a tous. Déjà, c'est quelque chose qu'on a tous. C'est quelque chose qui se développe, qui se travaille et surtout qui s'entretient, comme je disais tout à l'heure. Moi, il y a beaucoup de gens qui me disent, t'as de la chance, t'as du mental. Non, je suis pas d'accord. Le mental, c'est quelque chose qui se construit avec la vie, avec les expériences, avec les défaites, avec peut-être les choses qu'on a ratées, mais aussi les choses qu'on a réussies. Je pense que là où c'est dur, c'est que le mental, c'est pas linéaire, ça se construit pas de la même façon chez les uns ou chez les autres. Je pense que c'est quelque chose aussi qui est des fois qui fait peur. C'est quelque chose que je pense que l'être humain ne connaît pas énormément, malheureusement. C'est tellement passionnant et c'est tellement fou. Je pense qu'on connaît que 10% du cerveau et du mental, alors que c'est quelque chose qui est hyper important. C'est quelque chose aussi que on pense pas assez dans les courses. Moi, je dis toujours que ce soit sur l'enduroman ou sur des courses, le mental, c'est 60 voire 70% du travail. Euh, je pense que ouais, le mental, en quelques mots, c'est compliqué à, à Ouais. décrire ou à dire.
Mais moi, je pense que il y a des gens qui peuvent nous aider à le développer. Et je pense que aussi, il faut beaucoup d'expérience personnelle pour le faire. Et encore une fois, tout ce que je dis, c'est propre à moi-même et peut-être que j'y connais rien. Il y a peut-être des gens qui vont se dire, non, mais elle a rien compris, cette fille, c'est n'importe quoi ce qu'elle dit. Voilà, c'est ce que moi je pense. J'ai jamais eu de préparation mentale. J'ai jamais fait de préparation mentale. Non pas que j'y crois pas, que je veux pas, c'est que j'en ai jamais vraiment ressenti le besoin. Alors que peut-être que si je l'ai fait, si je l'avais fait, je me serais dit non mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Et je dis pas que je le ferai jamais. Mais je pense que les entraînements que j'ai faits ou sur des choses que j'ai fait, il y a tout ce que le domaine de la visualisation, de sortir de sa zone de confort, d'aller chercher un peu plus loin sans dépasser les limites. Mais ce qui est dur, c'est de savoir où sont les limites. Voilà, c'est un peu un gros de tout ça. Je sais pas si j'ai répondu à la question, mais Ici, c'est ce que tu évoques et ce qu'il faut dire vraiment, c'est qu'il n'y a pas de version académique, justement. non. On est vraiment actuellement dans le développement personnel, puisqu'on est dans le mouvement New Age aussi, c'est-à-dire que attention à la pensée magique, attention. Non, non, la préparation mentale et tout ce qui est mental, en fait, c'est très relié à la personne et à l'individu. Alors, il y a le fonctionnement du cerveau, comme tu l'évoquais, mais en fait, tu Mm. l'as le mental, puisque tu arrives à terminer, par exemple, à traverser la Manche ou faire des épreuves très, très longues. Donc, tu vas aller chercher des ressources, finalement, à un moment donné, psychologiques. Tu vas rechercher peut-être un langage intérieur, comme tu le dis, une visualisation, sans que ce soit très académique, dans le sens où ce sont des outils qui te sont personnels et au bout du compte sur lesquels bah, parfois on n'a pas besoin d'explorer tant que ça. C'est à un moment donné des moments de vie où il y a des personnes qui vont peut-être en avoir besoin et on est tous des individus uniques. Alors je voulais continuer un petit peu parce que tu parlais tout à l'heure, alors sans tomber dans le paroxysme des réseaux sociaux, mais tu es très active en fait sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils te permettent de t'épanouir dans tes quêtes et dans tes rêves? Parce qu'on sait que les outils et notamment les réseaux, ça reste quand même de l'écran, ça reste quand même aussi des retours qui sont pas tout le temps faciles dans le jugement ou voilà. Est-ce que tu arrives à t'épanouir aussi par rapport à ça? Oui. Moi, si je continue enfin, si je partage sur les réseaux et si je continue, c'est que ça me plaît, ça me convient. Alors forcément, plus on est exposé, plus on a des méchants commentaires et plus les gens donnent leur avis. Si c'est un avis qui est constructif, je prends avec grand plaisir. Et je pense que c'est normal, on peut pas plaire à tout le monde et je pense qu'il y a beaucoup de jalousie. Moi, je pense ça va rester à ma place. Je sais que je suis pas une athlète, je sais que je suis pas de haut niveau. Moi, je suis juste une petite sportive qui partage sa passion sur les réseaux sociaux. Et des fois, en fait, ce qui énerve ou ce que les gens peuvent pas comprendre, c'est qu'ils comprennent pas pourquoi j'ai autant de personnes qui me suivent sur les réseaux, alors que mes temps en course sont pas du tout incroyables et sont même peut-être très nuls pour certains, sont peut-être très bien pour beaucoup, mais on sera tous meilleurs ou moins bons que quelqu'un d'autre. Et je pense que je me suis construite avec les réseaux petit à petit. Enfin, euh, je pense que la fille des réseaux, c'est la même que je suis moi. Je mens pas, je raconte pas n'importe quoi. Attention, je dis pas tout parce que je garde une partie privée, etc. Mais j'ai jamais menti. Il y a des fois, je dis pas tout. C'est juste ça. Donc, attention à ce que vous voyez, attention à ce qu'on partage, et attention à ce que vous pouvez voir aussi sur les réseaux sociaux. Des fois, on a l'impression que vous voyez toute la vie des gens, mais les gens choisissent des moments de vie. Et puis moi, j'ai pas de pression par rapport à ça, dans le sens où si du jour au lendemain je veux arrêter, eh ben je peux arrêter parce que c'est pas, bien sûr, je gagne de l'argent avec les réseaux sociaux, mais Mhm. c'est pas du tout que avec ça. Euh, et j'ai pas une pression par rapport à ça. Moi, j'ai mon métier de coach sportif qui m'épanouit et que j'aime et qui est le plus beau métier du monde. J'ai à côté la marque de chaussettes que j'ai avec Chloé qui marche très bien et on est très contente de ça. Donc, tu vois, c'est ce truc aussi où j'ai pas de pression et d'obligation envers tout ça. J'ai pas de problème à mettre mes temps en course à pied alors qu'ils sont peut-être, encore une fois, très nuls pour certains, très bons pour d'autres. Voilà, en fait, je sais rester à ma place et je pense que le soir, je me couche et je suis honnête avec moi-même en me disant, je peux me regarder dans le miroir en me disant, ouais, mais en fait, bah, je suis moi, en fait. Si les gens m'aiment pas, bah, ils m'aiment pas et c'est OK, en fait. Donc voilà.
Ouais, il y a une vraie version philosophique et psychologique. La première version, c'est la sincérité et l'authenticité sur Mm. laquelle il faut travailler. Et c'est vrai qu'aussi dans un accompagnement mental, on le fait parfois. Et tu l'as finalement, tu es sincère envers toi-même, tu es sincère envers les autres. Et puis la deuxième chose, la psychologie, c'est souvent, tu le disais, que dès la naissance, nous sommes tous des individus jaloux. Et après, c'est justement d'aller se nourrir dans un modèle. Et après, on peut tous avoir des rivalités. Et le problème, c'est ce que dit Jean-Michel Augrelian, un psychanalyste, c'est-à-dire dans le troisième cerveau, c'est que la personne peut devenir aussi un obstacle et malheureusement va détruire ce qu'il est ou ce qu'il possède. Et il faut faire vraiment ce travail pour travailler sur la rivalité, pas devenir un obstacle en fait. Et ça, c'est un gros travail aussi mental, hein, et on l'a fortement oublié dans le haut niveau. Et ce que tu évoques, c'est merci en tout cas de ta sincérité. On va continuer un petit peu dans le fil conducteur de notre interview. Et en fait, moi, je voulais venir aussi sur le côté de, tu parles justement de dépassement, mais finalement, en quoi la quête de l'extrême, de l'ultra-endurance devient une réalité au quotidien? Parce que il faut quand même souffrir, douter, chercher des zones limites. Toi, comment tu construis ce cheminement? Parce que tu as parlé des blessures, ou pas des blessures, mais en tout cas des accidents que tu as pu avoir. C'est de la vraie résilience. Mais comment tu arrives à construire ce chemin? Parce que traverser la Manche, je crois, c'est 15 heures, non? C'est pas ça? Dans l'eau froide? 15h06. Ouais, c'est ça, Oui, hein. oui. C'est l'eau très froide, etc. Il y a un vrai cheminement dans le dépassement quand même. Ça doit être aussi structuré et préparé. Bah, je pense que ce dépassement, il s'est fait petit à petit avec les années. C'est pour ça que moi, j'ai du mal à me projeter. J'aime pas trop prévoir les choses. Peut-être que dans quelques années, quelques mois, j'aurais complètement changé de version, changé d'idée, changé de... Voilà, mais je pense que c'est la vie, en fait. Ça dépend des rencontres et des expériences. Je pense que je sais pas comment dire, mais oui, en fait, je pense que on voit que les paillettes, on voit que ce qui brille, mais derrière, il y a beaucoup d'entraînement, il y a beaucoup de remise en question. Euh, Moi, je m'en mets beaucoup en question. Je pleure souvent, mais c'est pas mauvais de pleurer. C'est vrai, hein, en Ah, vrai. l'émotionnel. C'est exactement, Tu le c'est pas laisses. mauvais de pleurer. Moi, c'est très souvent où je suis dans mon lit à regarder le plafond et de me dire, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? C'est n'importe quoi. C'est vrai, c'est de la remise en question et je pense que c'est très important de se remettre en question sur plein de choses, sur ce qu'on fait, sur ce que je partage, sur ce que je suis, sur ce que j'entreprends. Je pense aussi que ce cheminement, oui, forcément, il y a des hauts, mais pour arriver sur les hauts, il faut des bas. Et moi, personnellement, je sais que moi, personnellement, je suis très dans les extrêmes, dans la, entre guillemets, réussite de ce que je fais, de ce que j'entreprends. Mais malheureusement, je suis très aussi dans le négatif. Et je pense que je vis des choses peut-être plus fortes que certaines personnes et je fais des choses très fortes et peut-être extrêmes. Mais des fois, je suis très bas. Et j'aime pas trop le partager sur les réseaux sociaux parce que ça n'a pas sa place. Et des fois, je le dis quand c'est fini, mais je le dis jamais sur le moment même. C'est plus facile de dire, ah, il y a une semaine, j'étais pas bien, j'étais au fond du trou. Mais je sais que c'est important pour moi et maintenant, j'arrive à mieux gérer ces périodes. J'ai des périodes de down, comme après des marathons. On dit toujours qu'après des courses, on a souvent la, la baisse des coups des endorphines. On ne sait plus pourquoi on s'entraîne, Mhm. pourquoi on fait du sport, on a un manque, etc. Et ça, c'est quelque chose, je trouve qu'on n'en parle pas assez dans le sport. On n'en parle pas assez. Le moral down après des courses, après des gros événements, où en fait, on ne sait plus pourquoi on s'entraîne, on sait plus. Et moi, je sais que c'est pour ça que j'ai souvent des courses prévues, même si je viens de te dire que j'aime pas prévoir, mais sur du petit terme. Euh, et en fait, je sais qu'il faut vivre ces moments-là, je sais qu'il faut que je sois pas bien, que des fois je m'entraîne pas, que je me repose, parce que bien sûr, le repos, c'est important. On a l'impression que je passe mon temps à m'entraîner, je passe mon temps à faire du sport. Non, c'est pas vrai. J'ai un jour off, voire deux dans la semaine, voire des fois trois. Oui, il y a des moments où je mange des pizzas, des bonbons, des gâteaux, etc. Oui, bah bien sûr. Je ne suis pas un robot, je ne suis pas une mutante et je ne suis pas non plus une athlète. Donc déjà, voilà. Mais je pense que le cheminement, il se fait petit à petit, jour et après jour. Avoir un objectif, un autre, avoir des objectifs très hauts, mais je pense qu'il faut avoir des objectifs intermédiaires. Et il faut aussi se confronter à soi-même. Je pense que les gens ont peur de se confronter à soi-même. Ils ont peur aussi d'être seuls. Moi, je suis très solitaire. Désolée, je dévie un peu, mais moi, je suis Non, très non, c'est solitaire intéressant. et je suis très. On a l'impression que j'aime beaucoup être avec les gens, etc. Et moi, je dis en rigolant, j'aime pas les gens. C'est pas vrai, mais moi, je suis la plus heureuse toute seule sur mon vélo ou toute seule chez moi ou
Je j'ai pas de problème à partir toute seule en vacances. Moi, j'adore être seule. C'est très important, je pense, que les gens, en fait, ils rentrent chez eux direct, ils allument la télé en fond, ils mettent des choses, ils écoutent des podcasts, de la musique. Et les gars, prenez le temps de réfléchir avec vous-même, quoi, en fait. Enfin, voilà, soufflez, J'ai- posez votre téléphone, etc. Euh, euh, C'est important. Marine, je pense qu'on est tous fragiles et vulnérables et tu montres aussi une certaine vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est aussi envers les autres parfois, qui peuvent nous faire peur aussi quelque part parce que les rapports humains sont toujours délicats et difficiles. Tu parlais aussi effectivement des hormones sur les efforts longs. C'est très intéressant ce que tu évoques. Effectivement, il y a une baisse d'endorphine, mais aussi de sérotonine, qui est vraiment l'hormone aussi, hein, sur le versant, on va dire, dépressif, mais l'ocytocine qu'on va chercher aussi avec l'amour des autres. Donc, c'est pas tout le temps évident. On va naviguer entre un versant attractif et l'autre un peu aversif. Et c'est vrai que c'est ce que tu évoques, c'est que le problème du développement personnel actuellement, c'est qu'on voudrait, entre guillemets, des personnes, des super-héros. Et les super-héros, ils ont tous leurs problèmes et ils ont tous leurs faiblesses. Et tant mieux. Et au bout du compte, c'est montrer aux personnes qu'on reste avant tout humain, et notamment dans cette quête de l'extrême ou de l'ultra-endurance. Alors, justement, sur l'extrême et sur l'ultra-endurance, on va rebondir un petit peu. Est-ce que tu pourrais nous raconter une histoire, une petite histoire, une anecdote particulière dans laquelle justement tu as pu explorer ce côté mental? Alors, est-ce que c'est dans le Duroman, dans la traversée de la Manche et notamment sur le versant vraiment de la résilience, vraiment, à un moment donné, comment tu l'as vécu, comment tu l'as abordé? Est-ce que tu as trouvé des solutions personnelles? Alors, je pense que j'ai deux choses, deux expériences à partager différentes. Du coup, la première expérience, c'est le marathon de Madrid que j'ai fait en mai 2022, donc l'année dernière, qui était la pire course de ma vie, le pire marathon de ma vie. En fait, c'était le premier marathon que je faisais. Je me suis fait opérer des varices, donc pas une opération très grave, voilà. Et donc, c'était le premier marathon que je faisais après cette opération, en ayant coupé la course à pied de 2 mois, ce qui n'est rien pour beaucoup, ce qui est beaucoup pour d'autres. Et c'est un marathon, il y a beaucoup de dénivelé. Et dans ma tête, je m'étais dit, ça va être horrible, il y a du dénivelé, ça va être dur, ça va être dur, ça va être horrible. Et je me le répétais tout le temps avant. Quand les gens me disaient, alors, comment tu te sens pour ton marathon? Je disais, oh, ça va et tout. Enfin, je suis plutôt positive de nature, mais je disais, par contre, il y a du dénivelé, je vais prendre cher, ça va être dur et tout. Et du coup, je crois que inconsciemment, j'ai dit à mon cerveau que ça allait être dur, que ça allait monter, que ça allait être très dur, etc. Et mine de rien, bah ça y est. Je disais à tout le monde, au 30e, ça monte à fond. On passe le 30e et ça y est, je me mets à marcher. C'est dur, j'ai mal. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? C'était horrible. Et en fait, je crois que je me suis conditionnée dans ma tête. J'ai tellement répété aux gens, j'ai tellement répété à tout le monde que ça allait être dur, que ça allait être horrible, qu'il y avait du dénivelé, que du coup, mon cerveau l'a compris. Et voilà. Donc en fait, je pense que à force de dire les choses, etc., le cerveau, il entend. Et Bien c'est sûr. marrant parce que maintenant, je dis aux autres, alors je le dis pas trop fort parce que je veux pas que mon cerveau l'entende, mais bof. Et maintenant, je rigole comme ça parce que je sais vraiment. Et à l'inverse, l'enduroman, je sais que, un peu comme tout le monde, je sais pas, mais avant chaque course, même maintenant, je suis un peu stressée, j'ai une petite boule au ventre, j'ai un peu d'appréhension, etc. Et c'est normal, c'est un peu du stress positif. Mais avant l'enduroman, je crois que c'est la seule course de ma vie où je n'étais pas stressée. Et j'étais même un peu bizarre de me dire, c'est bizarre, je suis pas stressée. Mais je crois que j'avais tellement imaginé cette course, je l'avais tellement visualisée, je m'étais tellement mis en posture de réussite. En fait, j'avais pas plusieurs chemins, j'avais le chemin, je réussis, c'est tout. Il n'y avait pas de comment ça va se passer, est-ce que je vais être... Non, c'est non, ben, je vais réussir, je vais arriver à l'Arc de Triomphe, je vais réussir. Et en plus, je vais battre le record du monde. Voilà. Et en fait, j'avais pas d'autre solution. Et en fait, j'avais hâte de faire cette course, j'avais hâte de partir et je savais au fond de moi que j'allais réussir. Ça peut paraître très prétentieux, Non? c'est une très grosse course, etc. Mais je le savais au fond de moi, je l'avais au fond de mes tripes alors que mes parents y croyaient pas et je les comprends. C'est une course où il y a beaucoup d'abandon, il y a beaucoup d'échecs, il y a eu des morts. Enfin, c'est vraiment extrême, mais moi, je savais. Et en fait, bah, j'ai réussi. Et ça s'est très bien passé. Oui, c'était très dur. Oui, je dis pas que c'était facile, j'ai souffert, c'est la plus grosse course de ma vie. Mais c'est fou comment le cerveau, en fait,
Après, j'avais 2 ans. Entre le moment où je me suis inscrite où je l'ai fait, il se passe 2 ans. En général, c'est ça. Donc, en 2 ans, tous les matins, je me réveillais en me disant, je vais faire ça. Donc, je l'avais visualisé aussi. Mhm. Ouais, Voilà. c'est cette répétition de ce câblage, hein. On Ouais. parle de plasticité neuronale et d'autoroutes. Si tu veux, on peut créer des autoroutes neuronales ou alors aller rechercher des petites routes de campagne, hein, dans le cerveau. La Mhm. plasticité, c'est que tu avais mis justement une autoroute en te disant je vais réussir et finalement je vais aller au bout. Donc finalement aussi dans l'effort, ça revient en permanence. Ce que tu évoquais par contre, ce qui était intéressant sur ton marathon, c'est que c'est un petit peu ce qu'on dit, c'est un peu Dostoïevski qui dit ne pense surtout pas au loup blanc, je crois, ou l'ours blanc, ne pense surtout Mm. pas à l'ours blanc, ne pense surtout pas. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va penser, c'est-à-dire vraiment à cette. Et quand on dit aux enfants, ne touche surtout pas à ça, ne touche pas. Et finalement, on va les mettre la pensée négative et on va être après dans la rumination. C'est-à-dire, j'ai comme l'impression qu'après, sur ce marathon, tu te l'es dit et tu as ruminé énormément, non? C'est ça, c'est 2022, c'est Oui, récent, hein. oui, c'est récent et c'est pour ça que je prends beaucoup de recul maintenant par rapport à mes courses et c'est pour ça que maintenant, quand je le raconte sur les réseaux sociaux ou maintenant quand je parle de quelque chose, je prends toujours, quand les gens me demandent, je prends toujours 10 15 jours parce que j'ai besoin de faire redescendre le truc et de prendre du recul par rapport à une course parce que une course, ça se finit pas quand tu as fini la ligne d'arrivée. Quand tu passes la ligne d'arrivée, elle se finit même, enfin, après. L'après est important. La course, c'est pas la ligne d'arrivée, c'est vraiment le après, la récupération aussi qui est très importante. Et comme on a parlé, la redescente aussi psychologique et mentale. Mais je pense que c'est important aussi d'analyser les choses, de pas juste faire les choses et passer à autre chose. Je pense qu'il faut vraiment, si on a envie d'avancer, si on a envie de progresser, si on a envie de mieux se comprendre, mieux apprendre, il faut aussi analyser les choses, comprendre pourquoi on n'a pas réussi les choses, pourquoi ça s'est mal passé, mais aussi pourquoi ça s'est bien passé. Oui. Attention aussi, des fois, on ne se pose pas la question et c'est dommage parce qu'en fait, c'est des outils qu'on a et qu'on oublie. Le cerveau, malheureusement, il retient que les mauvaises choses. Et c'est ça aussi que je pense qu'il faut aussi se dire, OK, là, à ce moment, c'était trop cool, il faut que je l'enregistre, que je le garde en tête pour plus tard. Peut-être écouter une musique. Moi, il y a des moments, je suis en prépa et je suis trop bien, j'écoute une certaine musique et je m'interdis de l'écouter. Je l'écoute que le départ d'un marathon en me disant, OK, c'était un moment où j'étais bien. Il y a plein de petites choses que j'essaie de mettre en place, etc. Ça marche pour moi, je sais pas si ça marche pour les autres, mais voilà. Et je pense que il faut surtout analyser les choses et oui, ça c'est très récent, mais c'est pas nouveau. Et si on me l'avait dit l'année dernière, je suis trop bête en fait de mettre monter l'esprit. Et en fait, moi, il y a une phrase qu'on m'a toujours dit et que je retiens toujours, c'est que rien ne se passera comme prévu, mais en positif comme en négatif. Peut-être que tu peux prévoir que quelque chose va trop mal se passer, que ça va être horrible. En fait, ça va bien se passer. Et des fois, tu penses que quelque chose, ah bah oui, facile, j'ai déjà fait plein de fois. Et là, ça va mal se passer. Et en fait, il Et- faut toujours laisser place à l'imprévu et prendre le risque, mais de réussir aussi. Est-ce que tu évoques, merci en tout cas de ton témoignage, parce que finalement tu disais tout à l'heure que tu n'étais pas forcément armé, entre guillemets, sur le mental, mais finalement tu nous sors énormément Ouf. de choses par rapport à des outils que tu as déjà construits. Mais non, tu as tout à fait raison, c'est-à-dire ouais, le cerveau, il enregistre vraiment que les choses négatives et il faut lutter contre ça. Et d'un autre côté, ce que tu évoques aussi, c'est ce fait-là d'aller dans l'extrême. Bah, on s'ennuierait en fait quelque part si on se disait pas qu'il y avait des choses qui, voilà, on serait dans tout le contrôle. Et à défaut de contrôler un tout, à défaut de tout contrôler, il faut contrôler un tout. Et c'est un petit peu ça qu'on va dire. C'est-à-dire la notion de stress, en fait, on l'a complètement évacuée. Parce que le stress est physiologique, c'est un état émotionnel qu'on va mettre, et après c'est le contrôle, l'incertitude, la nouveauté, et finalement le travail sur la personne, c'est-à-dire qui va attaquer ou pas son ego. Et tu vois bien le process, bah, tu le travailles en permanence, et en fait c'est une lutte permanente c'est d'essayer de mettre un petit peu de contrôle au début, de réduire un peu l'incertitude. La nouveauté, on y va, c'est stressant, mais c'est un stress positif que tu évoquais. Et puis après, de dire, bah, je suis quand même pas, on va pas être poli, mais on va pas être impoli, mais quelque part, bon, voilà, je suis là et je suis pas une merde, on va dire, hein, pour être Oui, bien impoli. sûr. Mm. Bien sûr. Après, moi, c'est pas quelque chose où je me dis pas tous les jours je travaille mon mental ou. Alors oui, sur des choses, par exemple, sur l'Enduroman, il y avait 140 et quelques kilomètres de course à pied entre Londres et Douvres, les côtes anglaises.
c'est long, surtout quand il y a pas que quelqu'un court avec nous. Et ben moi, j'ai fait beaucoup de 30 kilomètres sur un tapis face à un mur sans musique, en me disant, OK, je fais ça, mais après, je peux traverser la terre entière, quoi. Et j'ai essayé. Plusieurs fois, j'ai abandonné, j'ai arrêté. Mais après, j'ai réussi. Il y a plein de choses comme ça. Mais après, ce travail mental, je pense qu'il se fait aussi petit à petit en essayant de me connaître. Et je pense que, et ce qui est possible aussi, c'est que si je fais un travail mental avec quelqu'un qui va m'aider, un coach mental ou une prépa mentale, je dis pas que c'est nul et que j'apprends rien, bien au contraire. Je pense que c'est quelque chose, je pense, et peut-être que je me trompe encore une fois, que je n'ai pas besoin sur le moment même. Peut-être que plus tard, j'en aurai besoin. Et peut-être que c'est important pour des étapes de la vie, etc. Mais pour l'instant, voilà, Là, ça me convient. tu te construis en fait aussi tu expérimentes, c'est-à-dire euh, finalement en tant que sportif, tu explores, tu as exploré le côté physique, tu explores aussi le côté mental et tous les deux sont reliés. Et au bout du compte, pour l'instant, finalement, ça se passe toi comme tu l'espères, comme tu as envie de le faire. Mais alors moi, j'avais une petite question par rapport justement, à un moment donné, tu arrivais quand même des accidents à vélo, tu t'es fait percuter 2 fois, hein, je crois, il me Mm, semble, exactement, et tu as oui. eu des hospitalisations, etc., des opérations, des rééducations. Ça t'a pas, finalement, euh, bon, tu disais que finalement, ça te rappelle que la vie est précieuse. Ça t'a pas un petit peu réduit justement ce champ d'aller chercher l'extrême, ou alors ça t'a construit une nouvelle dimension, une nouvelle exploration? Oui, je pense que ces accidents, ils font partie de moi, ils font partie de ma vie. Ce serait à refaire, je leur ferais pareil. Peut-être pas sur le moment même, mais oui. Parce que je pense que ça m'a fait comprendre certaines choses, la préciosité de la vie aussi. Et juste pour faire une petite parenthèse sur les réseaux sociaux, quand du coup j'ai partagé ça sans forcément raconter ma vie, et bah c'est fou, mais j'ai eu plein de gens qui se sont abonnés à moi et qui étaient là, entre guillemets, ah, trop bien, elle aussi, enfin, ça lui arrive, quoi. Et parce que je pense que ça arrive à tout le monde et j'en suis très contente de m'être sortie comme j'en suis maintenant. Mais je pense que c'est des accidents qui m'ont fait comprendre certaines choses, qui m'ont fait comprendre la préciosité du corps humain aussi, la rééducation, des exercices que je faisais pas forcément avant, que je continue à faire maintenant, qui sont importants. Euh, Ça m'a fait déjà rencontrer des gens géniaux en centre de rééducation, des athlètes de haut niveau, des choses comme ça, des kinés qui sont adorables et qui font partie de ma vie aussi maintenant. Et je pense aussi que ça m'a fait prendre conscience de certaines choses et je pense que je serais pas celle que je suis maintenant si j'avais pas eu ces accidents. C'est vrai que en plus ça s'est passé 10 jours après l'enduroman, donc très compliqué de niveau moral même physiquement. Et, euh, et je pense que oui, ces accidents m'ont construit, m'ont forgé. Et à chaque fois que je suis revenue sur une course après accident, j'ai toujours explosé mes temps et mes chronos alors que c'était pas du tout prévu. Et je pense que oui, c'est quelque chose maintenant qui... C'est une clé que j'ai en plus. Alors, je dis pas à tout le monde d'avoir des accidents, non, Non? évitez. Mais en fait, essayez de vous servir de ces choses pour avancer. Parce que j'aurais très bien pu me dire, oh bah, c'est horrible, les médecins me disent qu'ils ne savent même pas si je vais pouvoir remarcher. Alors au début, c'était ça, on ne savait pas. J'ai des greffes dans la jambe, tout ça, je ne pouvais plus bouger mes pieds et tout. Là, j'ai toujours mon gros orteil que je ne peux pas bouger. Donc pour courir, c'est pas facile non plus. Donc il faut s'adapter. Je pense que la meilleure qualité chez un sportif, c'est l'adaptation. S'adapter à l'environnement, s'adapter aux conditions climatiques, s'adapter à la vie, s'adapter à son emploi du temps, peut-être au décalage horaire, à plein de choses. Bah là, je m'adapte et je développe des choses que j'aurais pas développées avant. Et en fait, il faut que je me dise, bah, punaise, j'ai trop de chance d'avoir vécu ça, c'est une expérience en plus, il faut que je m'en serve. Et oui, développer cette force de résilience et d'envie de réussir et de se surpasser, c'est quelque chose que j'ai en plus. Et je pense qu'il m'aide beaucoup parce qu'on parle du mental dans le sport, mais revenir d'une blessure, il en faut du mental. Se dire, bah, il y a quelques mois, je courais, je traversais la Manche à la nage et là, mon objectif, c'est de me lever et de traverser le couloir. C'est un peu compliqué. Mais je pense que oui, je pense que d'avoir été sportive aussi, ça m'a aidé à mieux récupérer, plus récupérer, de m'intéresser à fond au corps humain. Alors, je dis pas que je suis une pro maintenant, mais j'ai des greffes dans les épaules. Je dis pas que je suis une prof des épaules maintenant, mais je me suis intéressée à tout et c'est trop cool et j'adore. C'est génial. Et du coup, je pense que ça m'a apporté beaucoup de choses.
Ouais. Mhm. Dans tes propos, on sent la passion et finalement, Mm. ces propos, on parle de deux concepts, si tu veux, c'est ce concept de résilience, hein, c'est le matériau qui revient un peu à l'initial. Alors, certains sont plus ou moins discutables, puisque revenir à l'initial, c'est pas forcément ça, c'est aussi une construction post-traumatique. D'ailleurs, il peut y avoir des petits traumatismes, et on parle de maintenant plutôt de principe d'Hormèse, c'est-à-dire que tu parlais d'adaptation, c'est très beau, c'est-à-dire que à un moment donné, on est sur Terre normalement pour pouvoir s'adapter et on survit grâce à notre adaptation. Donc, quelque part, faire de l'effort long, et notamment tous ceux qui font des efforts longs, c'est aussi vraiment aussi un petit laboratoire humain, on va dire, sur ses Mm. capacités dans certaines limites et d'explorer justement certaines limites. Et puis, c'est le côté ambassadeur de l'exploration, qu'elle soit physique ou mentale. Moi, je voulais quand même te poser une petite question aussi là par rapport au fait que tu vas aussi rechercher, j'ai l'impression, tu fais du CrossFit, hein, c'est ça? Oui. Donc tu vas aussi rechercher un petit peu ces limites physiologiques aussi dans le CrossFit. Cette pratique, elle est complémentaire, elle t'apporte beaucoup d'un point de vue mental dans ta pratique de Ben, long. pareil, c'est s'adapter à un nouveau milieu, s'adapter à des charges, s'adapter à des poids, s'adapter à la gravité aussi, parce que apprendre à marcher sur les mains, c'est pas pareil. En fait, encore une fois, c'est sortir de sa zone de confort. Et le CrossFit, c'est des efforts très courts et très intenses. L'opposé du long. Donc moi, je suis arrivée, on m'a dit, il faut que tu te mettes dans le rouge, tu as 6 minutes. Mais en fait, je sais pas faire, moi, les 6 minutes, c'est même pas mon échauffement, c'est limite, c'est même pas ma mise en route, quoi. Et c'était génial de voir comment des gens peuvent réussir à faire ça. Et encore une fois, c'est l'exploration de tout ça et de me servir de ça pour des efforts plus longs après, pour ma passion vraiment. Et c'est vrai que oui, le CrossFit, ça m'aide beaucoup dans ma pratique d'un point de vue musculaire aussi, parce que forcément, c'est important d'avoir, on va dire, les genoux qui tiennent la route, d'un point de vue proprioception. Alors, je porte pas des poids énormément très lourds au-dessus de ma tête, etc. et tout, mais je pense que c'est très complémentaire et ça me permet toujours de bouger ou de pas forcément courir tous les jours, qui est pas forcément bon de courir tous les jours, mais ça me permet de faire du sport, de voir les copains, d'avoir une vie sociale, même si je suis très introvertie. Mais et de faire autre chose en fait. Et je trouve que c'est génial. Et encore une fois, c'est de s'adapter à un autre environnement, à d'autres choses, et tout en le faisant avec plaisir et en le partageant. Ouais, Ouais, voilà. ce qui est intéressant aussi dans ton discours, c'était vraiment, tu montres aussi une pratique sportive, mais aussi une activité physique où tu vas explorer, un peu comme une ambassadrice. Tu te sens engagé un peu Alors, moi, j'aime pas dire un combat au niveau Non. féminin, c'est pas du tout ça. On a vraiment des notions maintenant, on met des étiquettes à tout. Mais finalement, de permettre, puisque tu es coach sportif, justement, de montrer, de faire la démonstration que hommes, femmes, etc., sont capables d'aller explorer et que tu peux être aussi à un moment donné un petit dénominateur dans leur pratique. Alors, je veux pas me faire des amis. Et moi, je suis pas du tout féministe. Hmm. J'aime pas les féministes. Enfin, je sais pas que j'aime pas, mais je trouve que c'est. Moi, j'ai pas de problème à dire que les mecs sont plus forts que les femmes. C'est normal. Enfin, c'est la science, c'est humain et c'est comme ça en fait. Et en fait, on peut très bien être des femmes où on se débrouille, on fait des choses. On n'a pas besoin de prouver aux autres en fait. Moi, quand je vois des courses qui sont créées que pour les femmes, des raids que pour les femmes, mais il y a peut-être des hommes aussi qui ont peur de se mettre au sport. Pourquoi il n'y aurait pas des trucs que pour les hommes? Ils ont peut-être peur aussi de faire du sport à côté des femmes en fait. Enfin, je trouve que bah, moi, enfin, c'est un truc que je comprends pas trop. Mhm. Mais encore une fois, je suis pas là pour parler de ça. Je suis très inclusive et je n'ai aucun jugement et je suis très tolérante sur beaucoup de choses. Mais moi, je suis pour, entre guillemets, l'équité. Alors, bien sûr, on va me dire oui, mais du coup, les femmes, machin, etc. Arrêtez de vous poser des questions, arrêtez de faire des débats, mettez votre énergie à faire des choses pour vous. Et les gens qui critiquent, ils sont toujours à vouloir faire des choses, mais gardez votre énergie pour vous. Vous n'avez pas le temps de faire des choses, bah, prenez-le ce temps à la place de critiquer, en fait. Enfin, tu vois, c'est... Voilà. Ouais, j'ai l'impression que tu as l'image de la pratique physique très humaine au bout du compte. Et ouais, on est de pas tomber dans la comparaison, du communautarisme, des choses comme ça. Et c'est quand même tout à ton honneur. Bravo. En tous les cas, moi, je voulais aussi, toujours la petite question que je pose, il y a la minute un peu émotion galère. Est-ce que tu pourrais nous expliquer une situation un peu de stress ou de panique amusante? Ça peut être amusant, hein, que tu as pu vivre dans une course ou.
dans ta pratique, justement sur ce versant un peu mental où tu avais peut-être un manque de contrôle ou quelque chose qui, voilà, qui t'a échappé? Pas spécialement parce que moi je suis plutôt une stressée de la vie, on dirait pas, mais je Ah, suis une stressée sur des choses. Moi je suis toujours stressée d'être en retard, je suis toujours stressée de manquer de quelque chose, toujours stressée de quelque chose. Quand je vais quelque part, je suis toujours stressée de ne pas avoir d'affaires. Donc je crois que je prévois quand même assez tout. Mais il y a une fois, j'étais sur un triathlon et je ne sais pas pourquoi. En fait, sur les triathlons, on dépose nos sacs de transition. Comme c'est natation, vélo, course à pied, on dépose nos sacs de transition la veille. Et on n'a pas le droit de retourner au sac le matin en général pour vérifier ou pour mettre des choses. Et sur mon vélo, j'étais en train de me dire, mince, j'ai oublié de mettre mes baskets de course à pied dans le sac. Et j'étais persuadée que je les avais oubliées. Je commençais à me dire, mais c'est pas possible, comment je vais faire? Je vais courir pieds nus, j'ai jamais fait ça. Je commence à me dire, mais même pour les réseaux sociaux, c'est pas bon du tout, c'est n'importe quoi. Finalement, je les avais bien mises, mais c'est vraiment quelque chose où je m'étais fait une montagne de ça en me disant, il n'y en aura qu'une paire, ou je sais pas, voilà. Après, moi, je dis toujours, si vous êtes stressé pour quelque chose, un problème égale une solution. On en revient au même, et rien ne se passera comme prévu. Voilà, c'est mhm. ça. Et ouais, donc j'ai pas forcément d'anecdotes vraiment sur ça, mais non, après, il y a toutes les histoires de mince, j'ai envie de faire pipi, je fais comment? Bah, tu fais pipi sur ton vélo, en fait. Qu'est-ce que tu. Enfin, je veux Ouais, dire, tu as une gourde, bah, tu fais pipi, bah, tu mhm. t'asperges, et c'est tellement long le vélo que bah, tu te ravitailles, et puis voilà, hein. Enfin, je veux dire, problème, solution. Voilà. Ah oui, mais c'est vrai que ces minutes peuvent des fois être des heures ou du compte, hein. C'est ça, parce que c'est toujours, en tout cas, vraiment merci. On va continuer un petit peu sur les questionnements. On va rester quand même sur ce versant du mental et notamment sur le versant. Toi, on parle souvent de versant de l'addiction, on ne sait pas trop le définir. C'est-à-dire qu'on peut aussi, encore une fois, sur ces biais de confirmation, quelqu'un qui fait du très long, quelqu'un qui fait de l'ultra-trail, qui fait de l'ultra-distance, qui fait des Ironman, qui fait des longues traversées, ça va être tout de suite un peu étiqueté à une personne addictive. Finalement, c'est pas forcément le cas parce qu'on l'a vu tout à l'heure, tu disais dans le marathon, c'est une épreuve assez courte et il y a de l'intensité aussi. Et sur le long, il y a peut-être moins d'intensité et c'est plus long. Toi, qu'est-ce que ton avis là-dessus par rapport à ces phénomènes qu'on parle d'addiction, où on pourrait comparer finalement l'addiction à des produits, une addiction qui finalement, c'est pour la santé, tes coachs sportifs. C'est bien d'être dépendant un petit peu de la pratique sportive et finalement, il n'y en a pas tant que ça des addicts au sport long. Moi, je dirais pas que je suis addict au sport, je dirais que je suis passionnée. Alors oui, si on relève les faits, etc., j'ai besoin de faire du sport. Quand je fais pas du sport, je suis de mauvaise humeur, je me sens pas bien, etc. Je pense que ça fait partie de moi, ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie de ma routine. Et attention, donc là, je pense que je suis pas addict au sport, mais je pense addict à l'activité physique. Voilà, c'est ça. Tous les jours, je bouge un petit peu. Ça m'arrive un ou deux jours quand même des fois dans l'année ou de rien faire, de rester au lit toute la journée. C'est rare, mais ça arrive. Et je pense que en fait, euh, on, on a tous nos névroses, on a tous nos soucis dans la vie, on a tous nos besoins. Et ben, il y en a qui vont être addicts à la cigarette, il y en a qui vont être addicts au sport, il y en a qui vont être addicts à autre chose, peut-être aux jeux vidéo ou à quelque chose. On ne peut pas être parfait. Et en fait, je pense que d'être addict au sport et à l'activité physique, c'est pas forcément mauvais ou néfaste si c'est bien fait et si c'est assez jaugé. Euh, on en revenait à tout à l'heure, ce qu'on disait, c'est que les gens me disent, mais tu vas te blesser, tu vas voir, à 40 ans, tu ne pourras plus bouger. Bah, en fait, si c'est fait intelligemment, je pense être coach sportive. Et oui, j'ai plus la même forme physique qu'à 20 ans, mais à part mes accidents, je me suis jamais vraiment blessée. Je pense que je réfléchis assez bien à comment je m'entraîne. Il ne faut pas oublier le stress mécanique. Alors, bien sûr, tu prends quelqu'un qui a jamais fait de sport, tu lui fais faire ce que je fais, bah, bien sûr, il va se blesser. Et en fait, des fois, de faire du sport comme je disais, peut-être 10 minutes, et bah, ça va peut-être m'aider à pas me blesser si j'en fais pas du tout, en fait. C'est ça, les gens, en fait, des fois, ils oublient, ils comprennent pas, en fait. Des fois, je fais une séance qui va m'aider à pas me blesser, alors que ils pensent que c'est mieux de rester à rien faire. Euh, c'est quelque chose à prendre en compte, et je pense que mon corps est habitué aussi à ça. Voilà. Et c'est assez fou que le corps s'habitue à tout.
moi, je fais une autre activité physique. Je me souviendrai toujours, j'avais fait 10 minutes de wakeboard. J'avais des Ouais, courbatures pendant 4 jours. ouais, c'est 4 physique, hein, jours. il paraît. Voilà. C'est physique, Et il pas... paraît. Exactement. En fait, le corps s'habitue à tout. Donc oui, l'addiction, en fait, euh, toute chose faite dans l'abus est néfaste, c'est sûr. Mais l'abus de quelque chose, la limite de l'abus va être plus haute chez des personnes comme chez d'autres. Moi, je bois une bière, je pense que je suis bourrée. Je bois jamais d'alcool. Quelqu'un boit une bière et pas forcément bourré. La limite dépend de chacun. Mhm. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'on mélange un petit peu tout en ce moment sur le versant addictif, qu'on va mettre la cigarette, l'alcool, etc. Ça peut être des très très mauvaises addictions. Bien sûr. La pratique physique et le sport, c'est un petit peu différent. On parle plutôt de notions de pratique d'usage et après d'aller chercher du plaisir. Et c'est justement le circuit de la récompense, hein, qui va travailler. Et plus on en fait, plus on peut en faire, hein. Ça, c'est le principe de l'Hormèse. Donc les gens, il faut qu'ils comprennent bien ça aussi, parce que souvent, on a la vision de soi-même sur la pratique. Bah, la personne, effectivement, si elle s'entraîne 2 ou 3 fois par jour, elle qui fait 30 km par semaine, quand elle va voir quelqu'un qui va en faire 200, 250, elle va pas comprendre. Donc c'est resituer toujours, il n'y a pas de vérité, tout est contextuel, hein. Donc, Exactement. Et si je peux me permettre, ouais, vas-y, excuse-moi, je c'est te à coupe. toi, hein, c'est toi la parole. Mais c'est vrai que, par exemple, donc là, un exemple qui est très récent, d'il y a 2 semaines. Donc, j'ai fait le marathon de Paris il y a 2 semaines. Mathieu Blanchard, que tu as interviewé, j'ai écouté son interview, l'a fait aussi il y a 2 semaines. Et la semaine après, il a fait un stage avec des kilomètres de course à pied. Il courait à fond, etc. Il repart là pour le marathon des sables, etc. Moi, j'ai attendu 11 jours pour courir. Je suis sortie courir, j'ai fait 500 mètres, je suis rentrée parce que j'arrivais pas. Alors que pourtant, les gens me disent, mais Marine, mais pourtant, tu fais du sport, tu fais beaucoup de choses. Mais j'ai fait autre chose, j'ai fait du vélo, etc. Mais j'aurais été incapable de faire ce qu'il fait. Et lui, bah, c'est peut-être anecdotique. Et il y a peut-être des gens, bah, après ce marathon, ils vont mettre 3, 4 mois avant de recourir. Mais en fait, on est tous différents et heureusement, sinon, qu'est-ce qu'on s'ennuierait si on était tous pareils? Mais c'est pour ça, en fait, je pense qu'il faut quantifier. Là, je me compare à Mathieu Blanchard, qui est un athlète que j'admire beaucoup. Mais on peut pas tout le temps se comparer et c'est propre à chacun, vraiment. Oui, oui, après, c'est le côté, on va dire, médiatique et sur le côté de la performance. Souvent, l'addiction va aussi sur le côté des résultats. Alors, tu parlais tout à l'heure, et c'est pour ça qu'on, dans l'encart qu'on a mis, la différence entre sport et activité physique. Toi, tu pratiques de l'activité physique, et c'est vrai, on est dans l'extrême, on est dans des défis, etc. Mais tu restes quand même sur des secteurs où tu vas aussi aller dans d'autres disciplines. J'avais une petite question parce que justement, quand on parle à un moment donné de versant addictif, on va vers la souffrance. Et là, une certaine souffrance non consentie. On peut voir aussi, là, alors, d'un point de vue, souvent ça arrive dans le milieu plus féminin que masculin, mais ces notions de raidesse qu'on parle, c'est-à-dire de déficience. Est-ce que tu as un avis? Puisque tu es aussi, justement, hein, je prends ton avis de coach sportive, mais aussi de pratiquante. Est-ce que justement, il y a aussi des versions un petit peu éducatives? Il faut en parler. Je pense que c'est important aussi dans le milieu, qu'à un moment donné, que le corps, il consomme beaucoup, on peut faire beaucoup, mais qu'il peut y avoir des déficiences. Il faut que peut-être avoir un suivi parfois médical et c'est important. Bien sûr, euh, c'est vrai que c'est important d'avoir un suivi médical et de plus en plus, je trouve que les gens, des fois, ils se disent, bon, je fais du sport, je suis sportive, donc ça va. Euh, Moi, à chaque fois, je me dis toujours, à chaque fois que je m'inscris à une course en France, les certificats médicaux, ils Ouais. sont obligatoires, alors que dans les autres pays, non. Et en fait, je me dis toujours, mais en fait, c'est trop cool. Ça te permet d'aller chez le médecin. Au pire, tu demandes en plus un bilan sanguin, tu fais un petit check-up, parce qu'on entend trop d'histoires de sportifs qui ont malheureusement des problèmes de cœur, des choses comme ça, etc. Et c'est une chance en France de pouvoir avoir accès à ça, aux soins. Prenez du temps pour vous, encore une fois, prenez le temps d'aller vous faire soigner. Alors, je dis pas, n'allez pas tous les mois, etc. Mais c'est important de se faire suivre sur ça et juste intéressez-vous aux choses. Moi, je crois que je suis un enfer pour mes kinés, mes physios, parce que je pose toujours des questions. Pourquoi t'appuies là? C'est où? L'insertion du muscle, c'est quoi? Etc. Mais c'est passionnant. Intéressez-vous à votre corps. Si vous intéressez à votre corps, si vous savez comment il fonctionne, vous comprendrez mieux et vous serez plus performant et vous livrez mieux votre sport. Donc, je pense que c'est hyper important d'apprendre, d'avoir accès aux soins et de
prendre soin de sa santé, mais il faut pas aussi oublier la récupération. Souvent, les gens, ils se disent, alors qu'est-ce que je vais acheter comme matériel pour récupérer, des bottes de récup, des TerraGun, des machins, des trucs et tout. Juste en fait, dors, repose-toi, ne sors pas jusqu'à 3 heures du matin. Je te dis pas d'arrêter l'alcool, etc. Bien sûr, il faut vivre aussi un peu, mais mets des choses en place que tu peux mettre dans ton quotidien qui te coûtent pas d'argent, juste ça. Euh, Même juste de la récupération active, aller marcher après une course ou après quelque chose, c'est mieux que des fois de rester sans rien faire, etc. Enfin, voilà, on est tous différents, mais juste en fait, mettez en place des choses que vous pouvez faire avant d'aller chercher des choses qui, Compliqué. sur le papier, voilà. Mhm. C'est vraiment ça. Ouais, des choses simples en fait que tu dis. C'est Bien vrai que sûr. le sommeil, c'est enfin. Alors encore, on va pas citer tout le temps les philosophes, mais il suffit pas de vouloir pour faire, il faut comprendre. C'est un peu Spinoza Mm, qui dit Baruch Spinoza. J'ai l'impression que parfois on voudrait avoir une pratique un petit peu lobotomisée, de dire que finalement je vais prendre ça, tel produit, ça va me faire ça, je vais faire telle séance, ça va me faire ça, mais l'entraînement n'est pas mathématique, ce que tu évoques, et c'est qu'il faut aller chercher un peu à comprendre ce qu'on fait et finalement comment on va réagir. C'est ça qui est important. On parlait d'exploration tout à l'heure, corporelle. Toi, mm. tu fais ça en permanence, en fait, j'ai l'impression. Bah, c'est vrai qu'en fait, avec le recul, et je ne l'ai pas fait du tout exprès, mais moi, je sais que j'ai commencé à faire du triathlon et même mes premiers Ironman, j'avais pas de montre, j'avais pas de compteur sur mon vélo, j'avais pas de chrono, j'avais rien. Moi, je suivais les panneaux, je courais sans rien, parce qu'en fait, maintenant, et c'est qui est très bien, maintenant, j'ai une montre, alors j'ai toujours pas de compteur sur mon vélo, mais j'ai pas de capteur de puissance, de machin, de trucs, etc. Mais je pense que j'ai commencé ma pratique physique et sportive à la sensation. Vraiment. Et parce que pour moi, je faisais une course, je faisais du sport, il n'y avait pas de chrono, pas de truc et tout. Maintenant, ça a un peu changé. Mais du coup, je pense que quand tu prends des sportifs il y a 10 15 ans, tu te rends compte que maintenant, on a des chaussures carbone, on a des capteurs de puissance, on a des cardio-fréquencemètres. Enfin, tu te rends compte, en fait, maintenant, quand tu cours, tu peux savoir en vitesse réelle à combien tu cours. Alors, ça paraît normal pour beaucoup de gens, mais en fait, avant, il y avait beaucoup de sportifs qui n'avaient pas tous ces données. Il y avait beaucoup de sportifs de haut niveau qui n'avaient pas autant de données que des sportifs passionnés. Voilà. Et en fait, je pense que des fois, on se fait un peu trop rattraper par ça. Et alors que maintenant, bien sûr, c'est important et je l'utilise aussi, mais juste en fait, j'ai envie de dire aux gens, essayez de vous comprendre avant de comprendre ce qu'une machine vous dit. Mhm. Voilà, c'est ça. C'est super intéressant. Puis il y a ce degré, j'ai l'impression, ce degré de liberté on ressent Ah oui. dans ta pratique, c'est-à-dire que quand tu vas finalement faire tes entraînements ou tes défis, enfin, tes courses, en fait, on sent comme une expression on parlait justement d'hyperprésence, et l'hyperprésence liée à c'est ce besoin de liberté, en fait, aussi, de Mm, pratiquer. Donc, ce que tu évoques, ouais, on pourrait s'enfermer aussi dans les datas, ça pourrait être mm. dangereux, c'est ça? Hein. Bien sûr, même si, attention, hein, maintenant, Mhm. Elles servent. je dis bien sûr que ça sert et c'est trop intéressant. Moi, je suis la première à m'intéresser à plein de choses, etc. C'est passionnant. Mais je pense que c'est important. Enfin, moi, je sais que j'ai commencé, enfin, même j'ai commencé en louant des vélos. J'avais des shorts H&M, pas forcément pour le sport, faisant mes trucs, c'est n'importe quoi. Mais j'y arrivais, en fait. Voilà, mais alors, c'est pas ce que je conseillerais maintenant, mais en vrai, bah, je me suis construite comme ça, en fait. Voilà. On va arriver aux dernières questions et j'ai toujours la petite question aussi. Hein. Ça rejoint puisqu'on est dans l'exploration mentale, on est dans les secrets d'endurance et tu nous en as déjà beaucoup dit et on te remercie beaucoup. À ton avis, quelles sont les clés de la réussite mentale, grosso modo, pour toi, au bout du compte, la façon dont tu as défini finalement le côté mental, ça serait quoi? Et justement, ça peut être très spontanément. Ça serait quoi pour toi? Je, je dirais que la clé dans la réussite mentale, c'est soi-même. Les gens l'oublient souvent. Les gens pensent toujours à aller chercher à droite à gauche, à se comparer, à faire ce que les autres font. Mais déjà, intéressez-vous à vous-même. Essayez de comprendre qui vous êtes, parce que vous n'avez pas tous les mêmes capacités que l'un ou l'autre. Peut-être que vous allez pouvoir faire mieux quelque chose que l'un et peut-être moins bien que quelqu'un d'autre. Mais c'est ça qui fait vous-même. Et testez les choses. N'ayez pas peur d'échouer, mais n'ayez pas peur de réussir aussi, comme j'ai déjà dit. Souvent, on a peur de tester des choses, on va dire, je vais pas réussir, je vais pas réussir, mais prenez les risques de réussir, prenez le risque de vouloir faire les choses. Euh,
Mettez-vous aussi peut-être peut-être des petits objectifs, pas trop gros, mais c'est ça qui est difficile à trouver, c'est des objectifs qui soient challengeants, mais pas trop gros. Donc je pense que la clé de la réussite mentale, c'est soi-même sur l'expérience aussi. Et il y a beaucoup d'expérience sur les choses, ne pas vouloir aller trop vite. Et encore une fois, je le répète tout le temps, mais je suis pas la mieux placée pour en parler, mais attention aux réseaux sociaux, ce que vous voyez. Maintenant, on trouve beaucoup d'infos et beaucoup de choses, etc. Mais faites les choses pour vous avant tout et vous serez vraiment le mieux placé et très fier de vous si vous faites des choses pour vous, en fait. Mhm. Euh, Ouais, c'est voilà, vrai que l'information, des fois, sur les réseaux, faut aller la chercher, et puis faut bien des fois sûr. zapper. J'ai une dernière question. En fait, tu es dans des nouveaux projets, et le challenge que tu as fait de créer des paires de chaussettes, c'est génial. Est-ce que tu peux ramener un petit peu le côté de challenge? On parle souvent du challenge finalement sportif au challenge de l'entrepreneur, etc. On retrouve quand même, parce que c'est fortement relié à la vie et fortement relié finalement à se challenger. Tu le ressens un petit peu comme ça? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, moi, j'ai fait aucune étude de marché, de création de produits, etc. Alors, bien sûr, j'ai ma meilleure amie Chloé qui m'aide beaucoup sur ça, etc. Mais je trouve que c'est important de sortir encore une fois de sa zone de confort et de tester les choses. Et en fait, cette marque, elle s'est aussi, donc, bien sûr, développée grâce à elle, mais qui s'est d'autant plus développée quand j'étais blessée, accidentée et à l'hôpital. On a beaucoup parlé de la marque, de quelque chose. En fait, pour moi, c'est le dépassement de moi-même. Je pouvais pas le faire dans le sport. Ben, je l'ai fait dans autre chose. Je pense que ça fait partie de moi et partie de mes tripes, en fait. Et de vouloir créer quelque chose, en fait, et encore une fois, de le partager. Euh, et c'est quelque chose que j'aime, qui m'anime et je trouve que c'est génial aussi de s'intéresser aussi à autre chose. On parle de sport, etc. ici. Mais c'est important aussi, pas forcément de s'enfermer. Enfin, moi, personnellement, c'est pas mon métier d'être sportif de haut niveau et ce qui est pas vrai du tout. Mais c'est important aussi de faire autre chose. Et en fait, je pense que cette marque et ses chaussettes et tout ce qui l'entoure, ça me permet aussi déjà, de véhiculer un message parce que le mantra de cette marque, c'est Don't just exist, live. Donc voilà, mais ça me Chouette. permet aussi merci, ça me permet aussi d'être mieux après dans ma pratique sportive, de peut-être réduire, de faire autre chose ou de créer un manque ou quelque chose pour après être mieux sur autre chose. Moi, je dis toujours que dans la vie, il y a plusieurs piliers. Il faut toujours qu'un pilier aille bien. Il y a ma famille et mes amis, l'amour de mes proches, le travail. Donc, bien sûr, c'est un tabou en France, mais l'argent, hein, c'est important. Donc, que ce soit donc ma société, mais pas que l'argent aussi, de créer quelque chose, de travailler, mes coachings, etc. Mon métier que j'aime plus que tout au monde et ma pratique sportive. Il y a des moments, bah, en fait, je sais pas, on se dispute avec un ami, avec la famille, etc. Mais si le travail, ça va, et le sport, ça va aussi. Des fois, on est blessé, mais en fait, il faut trouver autre chose. Il faut toujours trouver quelque chose, parce que si, en fait, si tout s'écroule, on remonte pas. Donc, c'est quelque chose que je mets beaucoup en place. Ouais, félicitations pour ce joli parcours et on souhaite une longue vie Merci. à ta marque de chaussettes et pourquoi pas d'autres marques à l'avenir. Ma dernière question, c'est quels sont les challenges à venir, les défis, même si voilà, on va pas rentrer dans les détails de Marine Leleu dans les années à venir, dans les années 2004, 2024, 2025. Bah, comme je dis toujours, suivez-moi, vous verrez. Mais D'accord. pour ceux qui écoutent le podcast, non, non, j'en ai déjà un petit peu parlé. Donc là, pour le défi un peu long de l'endurance, je fais un triathlon de 24 heures en juin. Voilà, donc c'est quelque chose que je fais à deux en relais. Donc je ne suis pas toute seule, mais ce qui équivaut à 4 heures de natation, 12 heures de vélo et 8 heures de course à pied. Donc la notion de gestion d'effort, de sommeil est ultra passionnante. Et je te passe les détails de comment je fais des tests sur mon corps, à rouler de nuit, courir 1 heure, m'arrêter 1 heure, repartir 1 heure. C'est passionnant. Ouais. J'adore. Donc j'ai ça. Après, je me lance dans une course de vélo avec beaucoup de dénivelé. Moi qui déteste le dénivelé, je veux essayer, je veux me confronter. Voilà, encore une fois, à tester des choses. Et puis après, on va repartir sur de la course à pied et puis plein de petites choses. Peut-être une traversée de France en vélo, à dormir au milieu des champs. Mais tout ça avec plaisir, partage et toujours amour du sport et respect de moi-même. En tout cas, ouais, beaucoup de projets à venir, donc suivez Marine sur les réseaux. Est-ce que tu as des choses à ajouter aujourd'hui sur notre entretien?
particulier? Non, bah, je pense qu'on a déjà pas mal dit de choses. Merci beaucoup en tout cas de me laisser ce temps de parole. Et j'aime beaucoup, encore une fois, partager et parler du sport. Et je trouve que c'est quelque chose qui est super intéressant. Et je suis très honorée d'avoir été interviewée aux côtés de vrais sportifs et des sportifs qui m'inspirent énormément. Et j'ai toujours un peu ce syndrome de l'imposteur de me dire, mais Faut pas qu'est-ce que je l'avoir. fous là? Faut Ah, pas mais je me l'avoir. dis des fois, Le, encore une le, fois, ouais. le phénomène de l'imposteur, il se fait souvent et il est normal tout à fait avec des gens qui sont assez brillants. Donc, c'est pour te dire, eh oui, mais oui, mais oui, mais parce qu'en fait, justement, on a toujours une représentation toujours de quelque chose au-dessus, puisque tu vas justement chercher des challenges un peu pour ça. Et donc, c'est un peu normal. En tout cas, merci beaucoup parce que tu es une personne inspirante et inspirante aussi pour vraiment, pas que ta communauté, pour toutes les personnes, cette notion d'effort, cette activité physique sur lesquelles on a parlé, pas que de sport et sport compétitif et résultats. On est sur les secrets de l'endurance et les secrets de l'endurance, c'est pas forcément l'aspect compétitif de battre l'autre, c'est aussi contre soi-même. Donc, grand merci. On te souhaite vraiment, vraiment une très, très belle suite à venir et on va vraiment suivre avec grand intérêt. À très bientôt, Marine. Merci beaucoup, Eric. Merci, À merci. bientôt. Au revoir.